Alors bonjour, nous allons parler de ce qu'on appelle les oraux de rattrapage au bac général. Et nous allons voir plus particulièrement comment ça se passe concernant la spécialité mathématiques. Alors déjà, on va peut-être commencer par rapport aux différents noms que peuvent avoir les oraux de rattrapage. Hein, on verra aussi que ça s'appelle épreuve du second groupe. Et voilà, il y a différents noms. On verra dans quelles conditions on peut les passer, dans quelle matière. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme matière? Évidemment, en spécialité mathématique, vous pourrez passer les oraux de rattrapage. Euh, Quelle serait la bonne stratégie ou une bonne stratégie pour choisir ces matières? Nous étudierons après plus particulièrement le cas de la spécialité mathématique. Puis après, on verra un exemple de sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous donner? On le corrigera ensemble. Et puis je vous donnerai quelques conseils pour vous préparer. Alors déjà, dans cette première partie, qu'est-ce qu'on appelle les oraux de rattrapage, ou les épreuves de contrôle, ou les épreuves du second groupe? Tout ça, c'est la même chose. Alors ça concerne qui? Au moment du résultat du bac, en fait, vous avez des listes. Donc, soit vous avez votre bac, bravo, super, pas d'oraux de rattrapage, tant mieux, vous êtes en vacances. Soit vous êtes recalé, et ça peut arriver, si vous avez moins de 8 sur 20, avec tous les coefficients calculés, là, c'est fini pour vous, vous redoublez. Et il y a une troisième situation où vous avez une moyenne entre 8 et 10, où en fait, vous pouvez passer des oraux de rattrapage. Ce qu'on appelle aussi des épreuves du second groupe. Alors vous devez choisir deux matières, vous allez devoir passer deux épreuves dans deux disciplines. Par contre, le truc, c'est que ces disciplines-là, vous devez les choisir parmi des disciplines qui ont correspondu à des épreuves terminales écrites, à savoir les deux spécialités de terminale, la philosophie que vous passez en terminale, ou alors même les épreuves anticipées, comme par exemple le français de première. Donc on peut passer le français en rattrapage. Le programme sur les oraux de rattrapage, il n'y a pas de programme particulier, c'est exactement le même que celui des épreuves écrites. D'accord? Une fois que vous avez passé vos deux épreuves, donc là, nous, on est sur la session 2025. Les résultats du bac, si je dis pas de bêtises, c'est le 4 juillet. Un vendredi 4 juillet, généralement vous les avez le matin à 10 h ou en début d'après-midi, et on va généralement vous convoquer le lundi matin. Vous avez passé deux épreuves, et en fait le jury qui a délibéré sur votre cas, en fait va retenir la meilleure note que vous avez eue entre l'épreuve écrite et l'oral. Imaginons que vous avez eu 8 à l'épreuve écrite, de mathématiques en spécialité, vous passez l'oral, ça se passe encore plus mal, vous avez 6, on ne va pas vous rétrograder à 6, on va garder le 8. Et si sur l'autre épreuve, par exemple, vous êtes passé de 10 à 12, on va conserver le 12, et on va voir si vous arrivez à dépasser les 10 sur 20. Donc voilà. Donc, il y a certaines conditions. Alors c'est sûr que ça fait pas toujours très plaisir d'être aux euros de rattrapage, mais il faut quand même voir ça comme une seconde chance. Voilà. Dans la pratique, alors vous allez choisir soit les deux épreuves de spécialité, soit une épreuve de spécialité, la philosophie. Au niveau stratégique, les épreuves de spécialité, c'est quand même un coefficient 16. Alors que l'épreuve de philosophie, c'est quoi F8. Donc c'est sûr que si vous avez raté en gros les trois, c'est-à-dire la philosophie, les deux épreuves de spécialité, c'est plus intéressant de s'orienter sur les épreuves de spécialité, parce qu'en réalité, chaque point que vous allez gagner, vous allez gagner coefficient 16, et non pas coefficient 8. Voilà, voilà. Ensuite, comment ça va se passer concernant les mathématiques? Alors en fait, ça va se passer en deux temps. En fait, vous avez un premier temps, vous avez 20 minutes de préparation. Alors en fait, l'examinateur va vous donner un sujet, généralement 2 à 3 exercices. Il va vous laisser 20 minutes pour découvrir ces exercices et les rechercher au brouillon. Attention, il n'y a pas de propre, c'est vraiment vos notes, votre brouillon. Voilà. Et après ces 20 minutes de recherche, de découverte, il va y avoir 20 minutes d'entretien pour exposer déjà ce que vous avez réussi à trouver pendant vos 20 minutes. Et puis, en cas de blocage, essayez de vous poser des questions et d'essayer de vous faire progresser, de vous faire avancer sur le sujet.
Et donc, pendant tout l'entretien, vous pouvez vous appuyer sur les notes que vous avez prises, évidemment. Vraiment, l'idée, ça va être en fait de vous poser des questions et d'essayer de voir si vous connaissez les fondamentaux du cours. Et nous allons, dans cette vidéo, vous montrer un exemple de sujet et comment on aurait pu le traiter. Voilà. Vous aurez souvent le texte que je vais vous donner, qui sont une indication pour les candidats. Donc, on vous dit que c'est une épreuve qui est constituée d'une préparation, suivie d'un entretien. Que ces exercices, c'est un point de départ, c'est-à-dire que bon, bah, de temps en temps, ça peut amener en fait à creuser des questions de cours. Je sais pas, vous manipulez la fonction logarithme népérien, vous n'arrivez pas à faire l'exercice pour une raison x, y ou z, bah, on va peut-être vous poser des questions de cours sur la fonction logarithme népérien. Voilà. Mais il s'avère que on ne le fait pas pour vous enfoncer, on le fait pour vous permettre de montrer que vous connaissez votre cours, que vous connaissez des choses. D'accord? Donc, il ne faut pas être catastrophé si vous êtes en difficulté dans les exercices. Euh, L'idée, vraiment, ça va être de vous accompagner et de faire le maximum pour vous aider. Voilà. Normalement, donc, vous allez au moins avoir 2 exercices sur 2 thèmes différents. Par exemple, de l'analyse, de la géométrie dans l'espace. De l'analyse, ça peut être une étude de fonction, ça peut être une équation différentielle, ça peut être une suite, d'accord? Deuxième partie, de la géométrie dans l'espace ou des probas. Voilà, ça peut ressembler à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple de sujet alors? À la fin, enfin, dans le descriptif, vous aurez différents liens. Donc en particulier, vous avez un lien Eduscol pour la présentation du baccalauréat. Donc là, vous pourrez regarder, c'est un petit peu là où j'ai récupéré les textes, les différents coefficients, etc. Donc très bien. Vous avez un document qui est assez intéressant, qui vient en fait de l'Académie de Montpellier, qui est un document sur lequel je me suis justement inspiré pour faire cette vidéo, en particulier qui vous redonne toutes ces consignes aux candidats et qui, en plus, donne une sorte de mini-banque de sujets. Donc il y en a beaucoup, il y en a 8. Pas forcément si facile que ça, hein, mais qui peuvent vous donner un petit peu une idée à quoi ça peut ressembler, justement, pour vous entraîner. Voilà. Et bien justement, on va traiter d'ailleurs le premier sujet de cette banque. Et enfin, si vous ne connaissez pas encore, le site de la PMEP. Vous avez en fait tous les sites. Alors, le site de la PMEP, c'est l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Ici, en fait, vous cherchez de suite, vous avez en fait tous les sujets de bac, avec, et c'est ça où c'est très intéressant, avec les corrections. Donc là, par exemple, en fait, si vous ne connaissez pas encore, par exemple, vous pouvez récupérer le sujet qui a été fait. Donc par exemple, si vous avez été le jour 1, vous pouvez consulter carrément le sujet. Voilà, on va me dire c'est bien, vous connaissez le sujet, c'est vrai, tout à fait. Mais vous avez aussi une correction qui a été éditée par un professeur de mathématiques. Et donc, ça peut être assez intéressant. Moi, c'est quelque chose que je vous conseille. Si vous êtes convoqué au rattrapage, pendant le week-end, essayez de refaire les 2 sujets. Avec la correction, essayez de voir un petit peu ce qui était attendu. Tous ces liens-là, vous les trouverez dans la description de cette vidéo. Alors, un exemple de sujet, j'ai pris un premier. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre en condition et de faire une pause sur cette vidéo. Pour que ça reste quand même lisible, je vais faire en 2 temps. Donc là, par exemple, premier exercice, il est donné sous forme de QCM, ou ça peut être un vrai ou faux. C'est une manière, en fait, assez astucieuse, finalement, de vous demander, finalement, sur plusieurs thèmes, voyez. Par exemple, ici, la première question, c'est sur les suites, la deuxième question, c'est sur les probas, la troisième question, c'est la géométrie dans l'espace, vous voyez. Bon. Alors, ce sujet, je l'ai choisi parce qu'il fait partie des différents sujets proposés par l'Académie de Montpellier. Par contre, en préparant la vidéo, j'ai trouvé que c'était pas si facile. J'ai trouvé qu'en 20 minutes, c'était vraiment difficile à faire. Donc moi, par exemple, si je m'étais inspiré de cette banque, je pense que j'aurais peut-être enlevé une des 2 questions du QCM. J'aurais peut-être fait un petit peu autrement. Mais c'est quand même intéressant de voir un peu à quoi ça pourrait correspondre. Mais il ne faut pas croire que tous les correcteurs vont utiliser exactement ce sujet, hein. C'est juste un exemple. Et par exemple, l'exercice 2 qui était proposé, eh ben ici, on va avoir à faire une étude de fonction avec une courbe. Voilà.
Donc, dans l'idéal, il faudrait passer 20 minutes, 20 minutes à chercher ceci. Donc, soit vous pouvez, si vous voulez prendre le temps de le chercher, faire une pause sur la vidéo, soit vous pouvez en fait consulter les liens, et c'est le premier exercice en fait de la banque de données de l'Académie de Montpellier. Bon bah tout de suite pour la correction, mais vous, ça serait bien de le chercher pendant 20 minutes. Alors j'espère que vous avez eu plein d'idées, que ça a été pas mal pour vous. Alors le premier par exemple, là on a une suite. Moi très rapidement, j'aurais calculé les premiers termes. Et en calculant les premiers termes, déjà, on peut éliminer le fait que U5 c'est égal à 8, et on peut éliminer le fait que ce soit une suite arithmétique, parce que les accroissements, ils sont pas constants. Bon, par contre, c'est un petit peu plus délicat de déterminer entre A et C qu'est-ce qui va être juste. Alors d'ailleurs, il faut quand même bien lire l'énoncé. Ici, par exemple, c'est la seule réponse exacte. Mais attention, on pourrait très bien imaginer qu'il y a plusieurs réponses exactes, voire aucune réponse exacte, une sorte de vrai ou faux, en fait. Hein. D'ailleurs, ici, bon, c'est le fait qu'on ait une seule réponse exacte, ça peut un petit peu aider. Bon, ça, j'ai trouvé ça plus difficile, déjà. Et alors, comment j'ai fait? Bah, déjà, j'ai remarqué que la suite était croissante. Parce qu'en fait, pour passer d'un terme au suivant, vous ajoutez toujours un entier naturel, donc forcément, les termes sont croissants. Et déjà, ce que l'on sait, c'est que quand on a une suite qui est croissante, on sait que ça admet une limite. Soit cette suite, elle est majorée et la limite, elle est finie. Soit cette suite, elle n'est pas majorée et la limite est infinie. Et donc finalement, bah, on se retrouve effectivement à faire le choix entre le A et le C, en se disant, bon, bah, soit je calcule la limite, soit je démontre que c'est majoré et je m'en sors. Donc moi, en fait, je me suis rendu compte que comme c'était une suite qui était croissante, bah, en fait, si vous regardez la suite U de n, en fait, par décalage, dès que n est non nul, c'est U de n-1 plus n-1. D'accord? Je m'utilise la relation de récurrence et je la décale. Et en fait, je me rends compte que de toute façon, tous les termes, comme la suite elle est croissante, sont tous plus grands que le premier terme U0. Et donc U de n, il est plus grand ou égal que U0 plus n-1. Ou U0, ici, en fait, c'est tout simplement 2. Hein. Et donc, finalement, quand n tend vers plus l'infini, n-1 il tend vers plus l'infini, et 2 plus n-1 tend vers plus l'infini, par somme. Et donc, par comparaison, comme U de n est plus grand que cette suite particulière 2 plus n-1 qui diverge, on en déduit que limite de U de n tend vers plus l'infini. Mais vous voyez déjà, c'est assez intéressant. Et typiquement, un élève déjà qui répondrait le B et le D sont faux, on va déjà le valoriser. D'accord? Et un élève qui aurait le raisonnement de dire, bon, bah, si la suite, elle est croissante, et que j'arrive à démontrer, par exemple, qu'elle n'est pas majorée, alors elle divergera vers plus l'infini, on va valoriser ça. Donc on pourra... C'est pas parce que vous n'arrivez pas jusqu'au bout de cette question que ça y est, c'est foutu. On va quand même pouvoir valoriser votre démarche de recherche. Et là, par exemple, dans cet exercice, c'est ce qui est intéressant. La question 2, un peu de proba. Bon, bah là, par exemple, j'ai calculé l'espérance. Bon, comme c'est une loi binomiale, c'est n fois p. Bon, ça marche pas. P de x égale à 1, j'ai utilisé la formule, et visiblement, ça ne marche pas. Vous pouvez tester pour n égale à 3 ou n égale à 4 pour voir que c'est clairement différent. Et moi, j'aurais eu tendance, en tant qu'élève, à directement faire le D, en disant qu'en fait, il y a un lien, en fait, entre le C et le D. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec la probabilité de x égale à 0. Si vous faites le C, bah, ça va être la probabilité de x égale à 0 plus la probabilité de x égale à 1. Bon, je l'ai calculé, et ça n'a pas l'air de ressembler à cette formule-là. Et par contre, la probabilité de x est supérieure ou égale à 1, alors ça veut dire obtenir au moins un succès. Et ça, c'est typique, quand vous avez cette stratégie de au moins 1, bah, c'est typique en fait de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut en réalité calculer la probabilité de l'événement complémentaire. Et l'événement complémentaire de au moins 1, bah, en fait, c'est en obtenir 0. Et il s'avère que 0, bah, c'est à chaque fois, c'est 0,8 exposant n, d'après cette formule-là. Et donc, c'est bien la réponse D. Mais pareil, c'est un exercice, finalement, c'est une question qui peut demander déjà pas mal de recherche, finalement. Et la question 3, que j'ai bien aimée, pareil, hein, qui est sur le thème de la géométrie dans l'espace. Alors, vous avez vu, j'ai commencé à dessiner à représenter des vecteurs, pour une raison assez simple, c'est que, en fait, on peut énormément, enfin, on pourrait utiliser beaucoup de choses, utiliser les coordonnées,
Et ici, ben, si vous voulez utiliser les coordonnées, en particulier pour calculer des produits scalaires, en fait, il faut introduire un repère orthonormé. Et il s'avère que le repère point A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE, est un repère orthonormé. Alors par exemple, la question petit a, je ne l'ai pas fait comme ça. Les droites EB et GC, en fait, si elles étaient séquentes, ben, en fait, elles seraient coplanaires. Les droites séquentes sont coplanaires. Et si elles étaient coplanaires, ben, ça voudrait dire que les points E, B, G et C seraient eux-mêmes coplanaires, c'est-à-dire appartiendraient à un même plan. Or, les points B, C, G ne sont pas alignés, donc ils forment un plan. Donc ça voudrait dire que le point E, il appartiendrait nécessairement au plan BCG. Or, là, c'est clairement faux. Et donc, voilà. Et donc, c'est joli, hein, c'est un petit raisonnement par l'absurde assez classique. Et à partir du petit b, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon repère, que je vous ai donné ici, et en fait, j'ai calculé les vecteurs, et j'ai fait les produits scalaires à chaque fois pour, en fait, me rendre compte que c'était le petit c qui marchait. Alors, avec un petit piège pour le petit b, c'est qu'ici, en fait, si vous commencez à faire, par exemple, HF, alors scalaire EB, me semble-t-il, ça va pas faire 0, mais si vous faites HF scalaire EG, ça va faire 0. Et donc, il faut faire attention. Pour démontrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan, il faut démontrer qu'en fait, un vecteur directeur de cette droite est en fait orthogonal à deux vecteurs qui dirigent le plan EBG. Mais il y avait un exercice 2, bon, qui est pas... Alors, le début me paraît assez abordable. Par exemple, la dérivée, bon, bah, il faut se rendre compte que c'est un produit, hein. C'est tout simplement un produit. Bon, avec le premier facteur qui va être x, le deuxième facteur qui va être exponentielle de moins x au carré. En fait, il faut se rappeler de comment on fait pour dériver exponentielle de moins x au carré. C'est de la forme e de u, en fait, et c'est u' e de u. Donc la dérivée de l'exposant, c'est moins 2x. Et on obtient cette expression-là. Bon, bref, on dérive, on factorise. Classique. Et si jamais on est en difficulté, on vous a quand même donné la réponse. Dresser le tableau de variation de f, ben là on veut au moins que vous compreniez qu'il faut étudier le signe de f', de dire que quand f' est positif sur un intervalle, la fonction elle est croissante, et quand f' est négatif, la fonction est décroissante. Même si vous n'avez pas réussi à l'obtenir, ici en fait, le fait qu'il y ait le graphique, ça permet quand même de faire beaucoup de conjectures, et éventuellement de pouvoir valoriser quand même un raisonnement basé sur des conjectures. Voilà. Et ici, ben, dresser le tableau de variation, en fait, exponentielle de moins x au carré est toujours positif. Donc lui, il va jamais nous poser de problème. Et c'est le terme 1 moins 2x au carré, qui est en fait un polynôme second degré. Si vous avez envie de faire le discriminant, de calculer les racines, c'est super, hein. Vous allez trouver deux racines qui sont opposées. Racine de 2 sur 2 et son opposé. Et on peut calculer les images. On obtient, ben, évidemment, des variations qui ont l'air cohérentes par rapport au graphique qui nous est donné. Et après, on a quand même deux petites questions sympathiques. Pour quelle valeur du réel m l'équation f de x admet-elle une solution unique? Alors en fait, en s'aidant du graphique, enfin, on va se rendre compte, il y a des choses qu'on peut être amené à faire pour compléter justement ce tableau de variation, c'est de calculer les limites. Ça, je trouve ça pas évident, et je pense pas que c'était un attendu de la personne qui a conçu le sujet, mais ça pourrait être aussi une question. C'est comment on arrive à calculer les limites en plus ou moins à l'infini. Alors concernant le calcul de la limite, en fait, il y a une astuce d'écriture. Donc d'ailleurs, l'examinateur pourrait vous donner cette astuce d'écriture, vous inciter à écrire f de x sous cette forme-là. Et par exemple, vous demandez un des résultats de croissance comparée. Donc par exemple, typiquement, que exponentielle de t sur t quand t tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini, ou que donc son inverse tend vers 0. Et donc ici, en fait, bon, c'est une question qui n'est pas facile, hein, mais par composition, en fait, on va se rendre compte que ce facteur-là, le facteur x au carré sur exponentielle de x au carré, en fait, tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et 1 sur x tend vers 0 aussi, quand x tend vers plus l'infini. Donc par produit, en fait, la fonction f de x tend vers 0. Alors en fait, une fois qu'on a complété notre tableau de variation, pour répondre à la question combien on a de valeurs possibles pour à l'équation f de x égale à m, on peut s'aider en fait
visuellement, en fait, on regarde en fait la droite d'équation y égale à m et on regarde le nombre de points d'intersection. Voilà. Et on se rend compte en fait qu'il y a trois situations où on n'a qu'un seul point d'intersection. C'est soit quand m est égal au maximum de la fonction, soit au minimum de la fonction, soit 0. Parce qu'en fait, sur cette partie-là, la fonction est strictement positive sur 0 exclu plus l'infini, et strictement négative sur moins l'infini 0. Et donc, on se retrouve avec ces trois solutions. Donc m. Et donc, là où, comme on a dit minimum et maximum, ça nous incite en fait à calculer f de racine de 2 sur 2 et f de moins racine de 2 sur 2. Voilà. Et enfin, la dernière question que nous avions, c'était est-ce que ça admettait des tangentes parallèles à son asymptote horizontale. Bon, c'est une manière en fait déguisée de vous demander s'il y a des tangentes horizontales. En fait, une tangente horizontale, je vous les ai représentées sur le graphique, ce que c'était que les tangentes horizontales, bah en fait, ça revient à essayer de savoir si la dérivée s'annule. Et d'après le tableau de signes de la dérivée, bah oui, ça s'annule exactement 2 fois, ben précisément au point d'abscisse moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Voilà, donc on a deux tangentes horizontales à ces points. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, surtout pour ceux qui vont passer le rattrapage. Hein, j'espère, il ne faudra pas vous décourager, c'est jamais très agréable, mais il faut vraiment le voir comme une seconde chance. Et vraiment, pendant le week-end, moi je vous incite à refaire les sujets des jours 1 et 2 de Métropole, avec la correction sur la PMEP, et aussi éventuellement de regarder cette banque d'exercices. Bon. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et pour ceux qui auront leur bac, bah, toutes mes félicitations. Vous allez pouvoir avoir des vacances bien méritées. En tout cas, pour tout le monde, des vacances bien méritées. Voilà, au revoir.